Alors, ce qui est, je pense, intéressant quand on parle de la manière dont les institutions européennes commémorent la Première Guerre mondiale, c'est qu'elles le commémorent de façon, disons, discrète, puisque, par exemple, depuis hier, on a cet ensemble de discussions sur la Première Guerre mondiale avec un drapeau européen dans la salle, mais personne n'a encore parlé, sauf un petit peu le professeur Gieux, mais de l'intégration européenne et du mouvement d'unification européenne. En tout cas, en 2004 et 2008, c'est-à-dire 90 ans après le début et la fin de la Première Guerre mondiale, aucune célébration n'a été, aucune commémoration n'a eu lieu à Bruxelles ou par les institutions européennes relatives à la Première Guerre mondiale. D'une certaine manière, c'est comme si la Première Guerre mondiale n'était pas la bonne guerre vue de Bruxelles, puisque les institutions européennes sont totalement orientées sur la célébration de la Seconde Guerre mondiale, et ça, j'y reviendrai un peu plus loin. L'histoire de la construction européenne telle qu'elle a été débattue et puis promue par les institutions européennes elles-mêmes, notamment le Parlement européen et la Commission européenne, en partie aussi par les historiens et les milieux universitaires en général, est généralement centrée, et c'est très normal, sur la Seconde Guerre mondiale et les années qui la suivent. Dans tous les débats qui ont eu lieu au Parlement européen sur l'interprétation de l'histoire du XXe siècle, jamais la Première Guerre mondiale n'a été citée jusqu'à aujourd'hui, sauf dans le cas du génocide arménien. C'est le seul élément de la Première Guerre mondiale qui fait partie d'une mémoire, disons, communautaire de l'histoire du XXe siècle au niveau européen. Pourtant, partout en Europe, l'association des États membres, c'est-à-dire le fait que dans les commémorations, de plus en plus souvent, on associe les États membres de l'Union européenne, y compris les anciens adversaires, c'est-à-dire le fait qu'on invite les Allemands aux célébrations de la Première Guerre mondiale en France, par exemple, est un phénomène nouveau, ou relativement nouveau, qui marque une forme d'européanisation de la mémoire de la Première Guerre mondiale. Donc, d'une certaine manière, il faudrait différencier deux choses. D'une part, une possible transnationalisation de la mémoire de la Première Guerre mondiale, qui existe par le fait que des anciens belligérants célèbrent ou commémorent ensemble la fin de la guerre. Et d'un autre côté, un mouvement beaucoup plus récent de communautarisation, c'est-à-dire de reprise à l'échelon européen de la mémoire de la guerre, mais ça, on va le voir, c'est seulement en 2014, et c'est-à-dire c'est même il y a seulement 3 semaines, que le Parlement européen, pour la première fois, a tenu un débat sur la Première Guerre mondiale. D'une certaine manière, la reprise progressive de la mémoire de la Grande Guerre dans le répertoire symbolique de légitimation de l'Union européenne montre en fait comment les transformations de la perception de la Première Guerre mondiale dans de nombreux États d'Europe ont permis de la réinterpréter dans un cadre communautaire. C'est-à-dire c'est les transformations de la mémoire de la Première Guerre dans de nombreux États européens qui ont permis une forme de communautarisation. Pendant très longtemps, et c'est la première partie de ma présentation, pendant très longtemps, la Première Guerre mondiale a été totalement absente des débats européens, des débats communautaires. Même si un grand mouvement de réinterprétation du passé a touché la plupart des États d'Europe dans les années 70 et dans les années 80, on peut penser au grand débat qu'il y a eu en France sur le régime de Vichy, au grand débat qu'il y a eu en Allemagne, ce qu'on a appelé la crise historique, ou à des grands débats qui ont eu lieu dans de nombreux pays européens sur l'interprétation de l'histoire du XXe siècle. C'est seulement dans un deuxième temps que ces interprétations ont été reprises par les institutions européennes. Et c'est ça qui a permis à l'Holocauste de devenir un des éléments centraux d'une mémoire communautaire telle que promue par les institutions européennes. Les autorités européennes, et notamment le Parlement européen, ont donné une place très spéciale à l'Holocauste dans l'histoire de la construction européenne telle qu'elle est présentée par les institutions. Je vais vous donner donc des titres et des exemples de débats qui ont eu lieu au Parlement européen entre 2004 et 2009, dans la session précédente, dans la législature précédente du Parlement européen. On a eu notamment des débats sur le 25e anniversaire du mouvement Solidarité en Pologne, le 50e anniversaire de la révolution tibétaine, une commémoration de la révolution hongroise de 1956, la commémoration de l'Holodomor en Ukraine, c'est-à-dire de la famine organisée par Staline en Ukraine dans les années 30, un certain nombre de résolutions sur les crimes des régimes totalitaires, sur le génocide de Srebrenica, sur l'Holocauste, le racisme et l'antisémitisme. Donc vous voyez que les éléments qui sont commémorés par les institutions européennes sont principalement des éléments qui datent de la Seconde Guerre mondiale ou d'après la Seconde Guerre mondiale, à l'exception de l'Holodomor en Ukraine. On ne trouve pas,
au même moment, de prise en compte ou de prise de parole des autorités communautaires sur le sujet de la Grande Guerre, et des programmes qui sont des programmes communautaires, c'est-à-dire des programmes de fonds structurels européens, programmes budgétaires, ne prennent pas non plus la Première Guerre mondiale comme un élément de la construction d'une mémoire européenne. C'est-à-dire qu'il y a un programme européen qui s'appelle l'Europe pour les citoyens, qui est un programme qui finance tout un tas d'événements en Europe de commémoration de l'histoire du XXe siècle. Et ce programme spécifie qu'il est relatif à une mémoire européenne active pour la conservation des sites et des archives relatives à la déportation et commémorant les victimes du nazisme et du stalinisme. Donc vous voyez, c'est uniquement, au départ c'était uniquement les victimes du nazisme, depuis 2004 c'est les victimes du nazisme et du stalinisme, mais en tout cas il n'y a aucun élément relatif à la Première Guerre mondiale ici. Au même moment, si on s'intéresse en regardant dans les archives à l'agenda des autorités européennes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles ont fait en 2004, en 2008 et plus récemment, on remarque que si elles ne prennent pas la parole, elles interviennent de plus en plus souvent dans des célébrations qui sont des célébrations de commémoration nationale de la Première Guerre mondiale. Un exemple que je pourrais vous donner, qui me semble un exemple important, c'est celui de la commémoration de 2008 à Verdun, en France, où le président Nicolas Sarkozy avait invité Angela Merkel, qui n'est pas venue, je vais y revenir sur les raisons de la non-venue d'Angela Merkel dans quelques minutes, mais il avait aussi invité les autorités européennes. Donc il y avait le président de la Commission européenne, le portugais José Manuel Barroso, à l'époque le président Pöttering du Parlement européen qui est allemand, et Javier Solana qui était à ce moment-là le secrétaire général du Conseil des ministres. En compagnie des autorités européennes, on avait d'autres autorités des États membres. Il y avait notamment le prince Charles du Royaume-Uni et le grand-duc et la grande-duchesse du Luxembourg, ainsi que le président du Bundesrat allemand. C'était la première fois, en tout cas la première fois telle que j'ai trouvé dans les archives, qu'une autorité allemande de ce niveau était invitée pour la commémoration de la fin de la guerre. Bien entendu, il y a la photo très impressionnante de Mitterrand et Kohl de 86, si je ne me trompe pas, ou de 84 ou 86, 84. Mais ce n'était pas à l'occasion de la célébration de la guerre, c'était plutôt à l'occasion de la célébration de Verdun en tant qu'événement de la Première Guerre mondiale. Le fait que les autorités européennes soient un peu comme ce drapeau physiquement présentes pendant des commémorations, des célébrations de commémoration nationale, peuvent avoir plusieurs significations. Je n'ai pas trouvé dans les archives, et je pense que c'est le cas, de commémorations dans lesquelles les Allemands et les Français, ou dans lesquelles les Français auraient invité les Allemands sans inviter les autorités européennes. Donc à partir du moment où les Allemands sont invités, alors les autorités européennes sont invitées aussi, puisque ça permet de donner un sens nouveau à la commémoration de la Grande Guerre. Ça évite de laisser les anciens adversaires face à face, mais de donner une coloration européenne à la célébration donc de la Grande Guerre. D'une certaine manière, ces autorités européennes, quand elles sont là, elles ne prennent pas la parole, mais elles offrent une sorte de nouveau cadre d'interprétation de la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, on voit que, au même moment qu'on a une transnationalisation, on a une certaine forme d'européanisation de cette cérémonie. Ça peut passer par des choses qui peuvent paraître assez triviales, mais d'une part, vous savez que les autorités britanniques portent un poppy, c'est-à-dire une fleur, un coquelicot, pour commémorer les morts de la Première Guerre mondiale. Et en 2008, Nicolas Sarkozy a remis au goût du jour le bleuet français, qui était l'équivalent du coquelicot britannique, donc que lui-même portait et que le prince Charles et le grand-duc du Luxembourg portaient aussi. Donc le prince Charles ayant à la fois un coquelicot et un bleuet à sa boutonnière. Et les autorités européennes, notamment Javier Solana, lui aussi portait le bleuet. Et donc vous avez une forme d'européanisation de la signification, de la symbolique de la Grande Guerre. Il se trouve qu'à ce moment-là, en 2008, le président français était aussi le président de l'Union européenne, puisque c'était la présidence française de l'Union européenne. Et donc ça permet d'ajouter encore une nouvelle signification, et notamment de revenir sur le fait que la guerre est une guerre qui n'a pas d'autre sens dans le discours de Nicolas Sarkozy que celle en fait, d'un nationalisme brutal que l'Union européenne permettrait de dépasser. Je vous livre un extrait de son discours.
il parle des combattants de la Grande Guerre sans parler spécifiquement des Français, mais en parlant de tous les combattants de la Grande Guerre. Ces héros embrassèrent leurs parents, leurs femmes, leurs enfants, et ils se mirent au travail en silence, ne parlant de la guerre que pour dire plus jamais ça, et contemplant de temps en temps quelques photos jaunies où les sourires des morts se mêlaient à ceux des vivants. Ils avaient dit plus jamais ça, et ils avaient voulu que ce fût la dernière des guerres. Donc vous voyez, c'est-à-dire que dans le discours du président français, qui est en même temps président de l'Union européenne, il y a l'idée que tous les Européens célébreraient la guerre de la même manière. Alors, pourquoi est-ce que Angela Merkel n'était pas là le 11 novembre 2008? Tout simplement parce qu'elle avait d'autres engagements. Elle était à Varsovie, où le président Kaczynski organisait au même moment, le 11 novembre 2008, la célébration du 90e anniversaire donc, de la nouvelle indépendance de la Pologne. Il avait invité 16 chefs d'État et de gouvernement, dont Angela Merkel, avec qui il avait de mauvaises relations, mais qui est quand même venu à l'événement. Et donc on voit que ces mouvements, vous voyez, de transnationalisation ont lieu dans différents endroits d'Europe au même moment. C'est-à-dire que vous avez au même moment à Verdun les Français, les Britanniques, les Luxembourgeois et les autorités européennes. Le même jour, à Berlin, 16 chefs d'État et de gouvernement aux côtés du gouvernement polonais. Donc, partant de là, pourquoi est-ce que les institutions communautaires ont attendu si longtemps pour faire entrer la Grande Guerre dans le champ symbolique de la construction européenne? À ça, il y a plusieurs raisons. Il me semble qu'une des premières raisons, c'est qu'il est difficile, à l'échelle de l'Union européenne, de s'accorder sur, premièrement, un cadre chronologique pour la Grande Guerre. Bien entendu, pour les Français, 1914-1918, ça fait totalement sens, puisque ce sont les dates de la Grande Guerre pour les Français. Mais en Europe centrale et orientale, la vision de la guerre est très différente. Pour les Polonais, la guerre, elle dure au moins, disons, jusqu'en 1920, c'est-à-dire au moment où ils arrêtent les troupes soviétiques qui essayent de faire la jonction avec l'Allemagne. Dans les pays baltes aussi jusqu'en 1920, voire des derniers combats jusqu'en 1921. Donc on a un cadre chronologique qui est différent pour différentes parties de l'Europe. Et ça, il me semble que c'est le premier élément qui vient troubler la possibilité de trouver une signification pour tous les Européens. Deuxièmement, on a des significations de la Grande Guerre qui sont profondément différentes d'un pays à l'autre. Puisque si le discours de Nicolas Sarkozy, qui consiste à dire c'est une guerre du nationalisme, et ce nationalisme est présenté comme un élément extrêmement négatif qui devrait unir tous les Européens, en Europe centrale et orientale, en tout cas en Pologne et dans les pays baltes, le nationalisme a une coloration très positive. Et donc cette Grande Guerre, elle les place du côté des vainqueurs et non pas du côté des vaincus, et elle permet une renaissance nationale. Donc là encore, il est difficile de trouver des éléments qui viennent, en tout cas qui puissent être signifiants pour les deux parties de l'Europe. Enfin, il y a la question des responsabilités dans la guerre. Les responsabilités dans la Première Guerre mondiale ont été très longuement discutées. C'est à la fois la première des guerres modernes, puisqu'on a tenté, après la guerre, de juger le Kaiser, et en ce sens-là, on est rentré dans une forme de moralisation de la guerre. Et en même temps, c'est la dernière des guerres anciennes, puisque le Kaiser n'a finalement pas été jugé. Donc, si on trace un parallèle entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, la question des responsabilités dans la Première Guerre mondiale est beaucoup plus confuse que la question des responsabilités dans la Seconde Guerre mondiale. Or, c'est la responsabilité très évidente d'une certaine catégorie d'Allemands dans la Seconde Guerre mondiale qui permet aux Européens d'externaliser, vous voyez, les causeurs de guerre et donc de les condamner. Alors que pour la Première Guerre mondiale, on ne peut pas le faire exactement de la même manière. Enfin, et je pense que c'est quelque chose qui a été très bien rappelé par le professeur Gieux hier, cette guerre, elle est difficilement commémorable à l'échelle de l'Union européenne, tout simplement parce qu'elle révèle un intense échec du premier mouvement d'européanisation ou de création d'une unité européenne. C'est-à-dire qu'après la guerre, les institutions et les premiers mouvements, disons, européistes n'ont pas réussi à créer des institutions et un mouvement qui viennent empêcher une seconde guerre mondiale. Et donc c'est très difficile pour l'Union européenne aujourd'hui de revendiquer une généalogie qui remonte jusqu'à la Première Guerre mondiale, puisque c'est aussi l'histoire d'un échec. C'est notamment rappelé l'échec de la première réconciliation franco-allemande, l'échec de la Société des Nations et aussi l'échec du mouvement, par exemple, pan-européen de Coudenhove-Kalergi,
D'ailleurs, peut-être vous savez que Koudanov-Kalergi est donc celui qui a proposé à l'Union européenne son drapeau et son hymne, et pourtant il est totalement exclu des généalogies des pères fondateurs, alors qu'il a lui-même vécu jusque dans les années 70. Donc il est rejeté dans l'entre-deux-guerres, cet entre-deux-guerres que l'Union européenne préfère oublier. Alors, l'européanisation progressive des commémorations, c'est-à-dire que le fait qu'on ait de plus en plus d'Européens qui participent aux commémorations, a été combiné à un certain nombre de facteurs que je viens d'évoquer qui empêchaient la reprise immédiate de la Grande Guerre par les autorités européennes. Et pourtant, aujourd'hui, on assiste à un mouvement très lent de reprise de cet héritage de la Première Guerre mondiale par l'Union européenne. C'est en fait, il y a 3 semaines, la première fois que le Parlement européen a consacré un débat au centenaire donc, de la Première Guerre mondiale. Et il se trouve que ce débat a été relativement, en tout cas en France, médiatisé, puisque c'était le dernier débat de la session et aussi le débat dans lequel 2 personnalités politiques françaises ont fait leur discours d'adieu, et donc notamment Joseph Daul et Daniel Cohn-Bendit. Et c'est pour ça qu'on a parlé de ce débat dans les médias français. Mais tout ça a été préparé par un certain nombre de questions écrites qui ont eu lieu, disons, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, de parlementaires européens vis-à-vis de la Commission européenne. Donc je vais vous en citer seulement un. Mara Bizzotto, une députée italienne, qui en 2013 a questionné la Commission européenne sur le fait de pouvoir financer le mémorial de Monte Grappa en Italie, où se trouvent les sépultures de 22 910 Italiens, Slovènes, Croates, Tchèques morts pendant la Grande Guerre. Et donc elle demande à la Commission européenne s'il est possible que l'Union européenne finance ce mémorial, ce à quoi elle reçoit une réponse négative, puisque le programme qui aurait permis de le financer, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, était jusqu'à ce moment-là, jusqu'à cette année, dédié uniquement à la Seconde Guerre mondiale. Mais en même temps, un certain nombre de ces demandes de parlementaires européens vont permettre à l'Union européenne d'entrer dans une logique de labellisation, qui est la logique qu'elle a déjà mise en œuvre concernant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire par le financement de grands lieux culturels en Europe, ou de lieux qui ont une importance particulière dans l'histoire de l'Europe, ça permet de les européaniser, puisque tout à coup on se retrouve avec des drapeaux européens, une signification européenne pour ces lieux. Et donc c'est ce que la Commission européenne a commencé à faire cette année. En même temps, on voit bien que derrière tout ça, il y a des questions qui sont relatives tout simplement à des financements. C'est-à-dire que vous êtes un député européen de la circonscription, vous cherchez de l'argent pour votre commémoration de la Grande Guerre, vous demandez à l'Union européenne, en échange de quoi elle s'empare du sujet et en fait un sujet européen. C'est ça qui a peu à peu conduit jusqu'au débat d'il y a 3 semaines. Alors, dans ce débat, on trouve un certain nombre de logiques qui sont des logiques communautaires. D'abord, il y a des réponses aux questions que je viens de poser un peu plus tôt, c'est-à-dire la question des responsabilités est totalement évacuée dans le débat européen. Par exemple, le président du Parlement européen parle d'un attentat terroriste qui a entraîné l'autodestruction de l'Europe. Et donc, quand c'est le président du Parlement, de la Commission européenne, excusez-moi, qui parle d'attentats terroristes, on voit aussi ce que ça peut aujourd'hui engendrer comme type de signification, hein, en termes de politique européenne, de lutte contre les mouvements terroristes, etc. Le président du Parlement européen parle, lui, de machine de guerre ou de furie qui a été libérée, ou d'accident qui, à peine 20 ans plus tard, en a créé un autre. Donc vous voyez, c'est uniquement des formulations passives qui permettent d'évacuer le problème de la signification ambiguë de la Grande Guerre à l'ouest et à l'est du continent européen. Un second élément qui est très présent dans les interventions des parlementaires, c'est la justification de l'intégration européenne par la Grande Guerre. Donc là, on voit par exemple que chacun des parlementaires ou de la Commission européenne essaye de montrer que son institution est la réponse à la catastrophe de la Grande Guerre. Donc par exemple, vous avez le président de la Commission européenne, donc, qui est lui-même toujours un peu tiraillé entre institutions communautaires et les États membres, qui essaye de trouver une formulation ambiguë. Et donc il dit « L'Union européenne offre un moyen d'éviter la logique perverse du nationalisme ». Donc vous voyez, les institutions supranationales permettent d'éviter la logique perverse du nationalisme, tout en préservant et en renforçant les identités nationales de nos pays. Donc ça fait à la fois les deux en même temps. Donc un discours typiquement européen et communautaire, contre le nationalisme, mais la nation c'est bien.
Le président du Parlement européen, lui, en fait, occupe une position qui est à peu près la même. Il va dire que... j'essaie de retrouver ça. Voilà. Pour le président du Parlement européen, ce qui est important, c'est que avant 1945, on n'a pas de parlement à l'échelle transcontinentale. Et donc, c'est ça, selon lui, qui aurait empêché la Grande Guerre et la Seconde Guerre mondiale d'avoir lieu. Si ça avait existé, ça justifie son institution. Donc, je vous lis sa déclaration. Le résultat de cette guerre a été une Seconde Guerre mondiale, mais du point de vue historique, on peut dire que la coopération via des institutions a été la réponse à ces deux catastrophes. Nous sommes l'une de ces institutions. Le Parlement européen tel qu'il existe aujourd'hui n'existait pas, mais il y a une constitution d'une union d'États souverains. Quant au Parlement européen, nous représentons la communauté des peuples européens. Donc vous voyez, c'est-à-dire que d'un côté, il explique qu'il y a eu une sorte d'union à travers la SDN dans les années 30, dans les années 20 et les années 30, ça n'a pas marché, mais maintenant, après la Seconde Guerre mondiale, avec le Parlement européen, on a la légitimation d'un lien qui est en train de se créer entre la Première Guerre mondiale et les institutions européennes d'aujourd'hui. Une autre et dernier élément qui est intéressant, c'est que cette Première Guerre mondiale, elle est totalement réinvestie par les acteurs communautaires de logiques qui sont des logiques qui leur sont propres. Et donc vous avez pour la première fois, je pense que c'est vraiment digne d'intérêt, une déclaration positive de Nigel Farage relatif à l'Union européenne. Vous savez, c'est ce député de UKIP, UK Independence Party, et normalement, en fait, il ne prend la parole que pour dire du mal de l'intégration européenne, mais il a été bouleversé par la visite de Verdun. Et donc il explique qu'il a été bouleversé par la visite de Verdun, et il dit « Verdun, comme la Seconde Guerre mondiale, a eu un puissant effet psychologique sur la France, qui a profondément dominé la pensée de Jean Monnet et de Robert Schuman après 1945. » Et donc là, vous voyez, il fait le lien entre les deux, et ça ne lui paraît pas négatif. Mais, quelle leçon ce Britannique eurosceptique retient de la Première Guerre mondiale, et ici à Zagreb, c'est particulièrement intéressant. Il dit que José Manuel Barroso, le président de la Commission, et Daniel Cohn-Bendit sont dans la lignée de Jean Monnet, et ils essayent d'imposer une nouvelle institution qui va abolir les États-nations. Il dénonce la construction artificielle d'un État européen avec un drapeau, un hymne, un président, une police, une diplomatie sans légitimité populaire. Donc, discours typique de Nigel Farage au Parlement européen. Et il va un peu plus loin. Il trouve dans la Première Guerre mondiale une justification de la dangerosité de la tentation fédéraliste, à savoir celui de la Yougoslavie. Selon Nigel Farage, la Première Guerre mondiale a conduit à la création de la Yougoslavie. Et cette Yougoslavie était un faux État qui, un faux État d'après 1918, constitué de manière artificielle, qui explosa dans le sang après la fin de la guerre froide. Donc vous voyez, réinvestissement en fait de la Première Guerre mondiale selon des logiques qui sont très propres à ces acteurs communautaires. Il apparaît donc clairement que la Grande Guerre est peu à peu intégrée dans le répertoire symbolique de la légitimation du projet européen, mais elle est aussi réinterprétée selon des clivages, nationalisme versus intégration, ou commission et parlement versus les États membres, typiquement communautaires, que ce soit en faveur de l'intégration ou dans le cadre d'une critique de celle-ci, c'est ce que je viens de vous dire avec le discours de Nigel Farage. Il semble bien donc que les transformations de la perception de la Grande Guerre ont peu à peu conduit à une relative européanisation d'un certain nombre de commémorations nationales depuis les années 80. Un certain nombre de difficultés d'interprétation de la guerre, la diversité des expériences, son universalisation partielle, c'est-à-dire la question des responsabilités, l'échec du mouvement européen de l'entre-deux-guerres, expliquent que l'Union européenne ait attendu 25 ans avant de se saisir de la Grande Guerre pour commencer, en 2014, à l'intégrer dans le récit de légitimation des autorités européennes. Pour autant, la participation des autorités européennes aux cérémonies nationales de commémoration a ouvert une opportunité de son inclusion dans le répertoire symbolique de justification de l'intégration européenne, inclusion qui a donné lieu au Parlement européen à un débat qui interprète la Grande Guerre, non pas seulement comme un événement historique, mais aussi à travers les lignes de clivage qui sont des clivages traditionnels de la politique communautaire. Voilà, je vous remercie.